meilleure présentation, c'est toujours très difficile de se présenter soi-même, mais je pense que tout le monde me connaît comme étant un ancien candidat à la présidence de la République lors des élections de décembre 2018. J'étais haut fonctionnaire international pendant une trentaine d'années à la Banque mondiale à Washington. Je suis président de la Force du changement et regroupement politique, mais également président de la Fondation de solidarité universelle, une ONG pour assister la population congolaise dans toutes les provinces du pays. Et enfin, je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Oui, l'idée derrière le plan Marshall était que la RDC, depuis 1960 jusqu'à ce jour, malgré l'abondance de ressources naturelles, n'a pas réussi à décoller en tant que pays sur le plan économique et à réaliser ce que les pères de l'indépendance ont appelé bâtir un pays plus beau qu'avant. Nous avons régressé d'année en année. Nous sommes un pays aujourd'hui qui compte près de 85% de sa population active au chômage. Nous n'avons pas de système de santé comme la pandémie a pu le démontrer. Nous n'avons pas un système éducatif digne de son nom. Nous n'avons pas d'infrastructures, donc de base. L'eau, l'électricité, les services de télécommunications ne sont disponibles qu'à environ 10% de la population. La base productive de l'économie, elle est totalement elle est nulle. La monnaie congolaise, qui est le reflet même de la situation économique du pays, la monnaie congolaise ne vaut rien. C'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle une monnaie de singe. C'est fort de ce constat amer que j'ai pensé que des programmes traditionnels que nous avons l'habitude de faire, des petits programmes conçus par nos gouvernements, souvent avec quelques bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement, et même des bilatéraux, ces petits programmes ne peuvent pas nous sortir des difficultés structurelles, des défis structurels et institutionnels que rencontre la République démocratique du Congo. J'ai pensé que ces programmes-là nous font perdre du temps et que pour décoller, pour sortir de ce marasme économique et social, il fallait un programme à moyen, à long, à court, à moyen et à long terme pour pouvoir résoudre de façon systématique tous les défis que rencontre notre pays. C'est ça l'idée derrière la conception du plan Marshall que j'incarne. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on a tendance à mettre tous les pays dans le même panier. Mais tous les pays ne sont pas identiques, ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez le Nigeria, vous regardez le Ghana, vous regardez l'Afrique du Sud, vous regardez les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, ces pays-là sont très avancés par rapport au reste du continent. Donc on ne peut pas avoir le même diagnostic pour tous les pays africains à la fois. Maintenant, quand on enlève ces pays-là qui sont très avancés par rapport au reste, on regarde maintenant le reste de l'Afrique, vous trouverez des pays encore qui sont plus avancés que d'autres. Et j'ai le regret de vous dire que la République démocratique du Congo, notre pays, est l'un des pays les moins avancés, non pas simplement dans le monde, mais également en Afrique. De ce point de vue, les remèdes qu'on peut préconiser, par exemple pour le petit Rwanda à côté, ne sont pas les mêmes que les remèdes qu'on peut proposer pour la République démocratique du Congo, qui se trouve en arrière sur le plan de la gouvernance, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la mobilisation nationale pour pouvoir développer le pays. Donc, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays, je crois que nous avons tout à faire. Tout est à faire et à refaire.
dans tous les domaines d'ailleurs, au point de vue de la qualité de la population, au point de vue de la formation que cette population doit avoir, au point de vue des mentalités, du point de vue maintenant des infrastructures à construire, du point de vue de l'économie, l'organisation économique. Donc, tout est à refaire en République démocratique du Congo. Donc, c'est ça le sens du plan Marshall. Parce que j'ai pensé que si on prenait les remèdes qu'on a proposés, par exemple, pour des pays sur lesquels moi j'ai travaillé, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et consorts, ces remèdes-là ne sont pas adaptés à la République démocratique du Congo. Nous sommes très en retard par rapport à tous ces pays-là. Nous avons des atouts considérables, mais nous devons nous recentrer à revenir aux basics afin de créer donc la fondation pour que le pays puisse se développer à une vitesse exponentielle. Je crois que la fondation commence d'abord par avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Au niveau donc des dirigeants déjà du pays, je pars de l'idée qu'il faut vivre avec ce qu'on a. Nous avons un président de la République, c'est le seul qui a un mandat bien spécifique pour une période donc de 5 ans. Il lui reste d'ailleurs 3 ans, parce qu'on a pratiquement consommé 2 ans maintenant. Tout le reste peut être changé, peut-être réajuster pour atteindre des objectifs précis. Je donne l'exemple de notre gouvernement. Notre gouvernement a 67 ministres. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement est le meilleur qu'il faut aujourd'hui pour remettre le Congo au travail? Ma réponse est non. Je vois le Premier ministre, on le présente comme étant un économiste, un docteur en économie. Mais il faut bien se rendre compte que ce Premier ministre n'est pas la personne qu'il faut aujourd'hui pour redresser le Congo. Je m'explique. Il paraît très fatigué et il bouge à peine. On ne sent pas sa présence en tant que Premier ministre d'un pays avec des défis énormes. Je peux illustrer cela par exemple par la construction des travaux de 100 jours que le chef de l'État a lancés. La construction des chaux de moutons, la construction, la réhabilitation de certaines écoles, la réhabilitation de certaines routes. Combien de fois avez-vous vu le Premier ministre aller sur le terrain et inspecter cela? Par contre, nous voyons le chef de l'État qui se réveille en une journée, qui visite 4, 5, 6 sauts de moutons, qui visite les malades, qui visite les hôpitaux, qui visite les écoles. Donc, on sent bien que l'équipe n'est pas la meilleure, qui devrait délivrer les résultats que nous voulons. Donc, il faut qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut qu'on puisse recentrer le gouvernement, qu'on ait un gouvernement de mission. Il faut maintenant qu'on puisse avoir des institutions qui fonctionnent. Posons-nous la question, par exemple, notre Parlement, il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que, pendant cette période ici des difficultés budgétaires, avons-nous besoin d'avoir le Sénat, composé donc de plus de 108 personnes qui coûtent trop d'argent au pays? Quelle est la valeur ajoutée par rapport, par exemple, à l'Assemblée nationale? Moi, personnellement, je pense que l'une des réformes institutionnelles, ce serait de supprimer le Sénat. Regardons maintenant. Oui, je vais dire que la Constitution n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Quand on estime que le pays ne fonctionne pas et que pour qu'il puisse fonctionner, il faut toucher à la Constitution, il faut le faire. Et d'ailleurs, notre Constitution est tellement imparfaite qu'il faut saisir cette opportunité-là pour la parfaire. Par exemple, le système d'élection présidentielle à un seul tour, je pense qu'il faut réviser ça. Par exemple, la nationalité des Congolaises, pour pouvoir reconnaître la nationalité congolaise comme étant quelque chose qu'on ne peut pas perdre, même si quelqu'un va prendre une nationalité étrangère, c'est quelque chose qu'il faudra donc revoir. Par exemple, le fonctionnement de nos provinces. Avons-nous besoin vraiment de 26 assemblées provinciales qui coûtent extrêmement cher dans un pays qui n'a pas donc de ressources? Donc toutes ces questions-là, si ça implique le changement de la Constitution, la modification de la Constitution, on doit avoir le courage de pouvoir donc le faire. Donc, grosso modo,
Nous devons revoir les institutions, on doit revoir les hommes, on doit pouvoir revoir le système éducatif, le système de santé, parce que sans les hommes de qualité, sans les hommes bien formés, le pays ne peut pas décoller. Mon avis, c'est qu'il ne faut pas s'estimer vaincu avant d'avoir essayé. J'ai travaillé sur des pays qui étaient beaucoup plus petits que la République démocratique du Congo, qui avaient très peu de ressources et qui ont tenté de s'industrialiser dans des secteurs bien spécifiques où ils estimaient qu'ils avaient un avantage comparatif. Je n'ai pas vu quelqu'un au niveau des institutions internationales, au niveau des pays extérieurs, venir leur dire « ne faites pas ça parce que ça, c'est notre domaine réservé ». Donc, en République démocratique du Congo, nous avons un problème d'abord de Congolais. Le Congolais, il a tendance à penser que le tout doit être fait ou autorisé par l'étranger et que lui ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous donne un exemple. Je suis allé présenter le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC au Japon. Je l'ai présenté aux étudiants dans des universités et au secteur privé, aux ingénieurs. J'ai donné l'exemple de l'industrialisation en disant, par exemple, chez moi, en République démocratique du Congo, nous produisons le coltan qu'on utilise pour fabriquer des appareils électroniques tels que le téléphone, l'électronique, les caméras, ainsi de suite. J'ai dit, je voudrais que nous puissions transformer le coltan congolais et d'autres matières premières congolaises en produits finis, par exemple, produire un iPhone congolais. Un Japonais a soulevé la main, m'a demandé est-ce que vous avez des ressources humaines. Je lui ai dit, nous avons des ressources humaines, peut-être pas de bonne qualité comme on souhaiterait. Mais s'il faut acheter des ressources humaines, je pourrais faire appel aux Japonais, nous allons faire appel aux Japonais, on va leur payer des salaires donc conséquents pour qu'ils viennent travailler avec des Congolais dans le laboratoire congolais. Au bout de 2 ans, de 3 ans, ils vont produire un iPhone congolais qui sera le produit donc de la coopération entre le Japon et la RDC. Et puis 5 ans plus tard, les Congolais pourraient assumer donc la responsabilité de produire leur propre iPhone congolais sans assistance donc des Japonais. Ils se sont mis debout, ils ont applaudi et je leur ai demandé, dans la salle, y a-t-il des Japonais qui sont disposés à pouvoir travailler avec le Congo dans cette vision telle que je viens de présenter. J'étais surpris de voir que toute la salle avait soulevé la main. Donc, si nous essayons et nous avons une vision claire et nous savons ce que nous voulons réaliser, personne dans ce monde ne viendra nous empêcher. Et si on essaie de nous empêcher, nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir donc contourner cela. Vous savez que dans le cas du plan Marshall, notre adage, c'est que l'impossible n'est pas congolais. Nous avons les terres, nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons les rivières, nous avons les fleuves. Si nous voulons mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande de pouvoir mettre en place un système où on identifie des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui s'intéressent à ce secteur-là, qui vont travailler en partenariat avec l'État, à qui on va donner des financements. Pour cela, nous devons restructurer donc le système bancaire pour qu'on puisse avoir des institutions capables de pouvoir accompagner des gens donc dans ce secteur-là. Et qu'est-ce qu'il faut? Acheter des équipements. Les équipements, on peut les acheter. Donc, moi, je suis convaincu que si c'est ça que nous voulons faire, c'est ça notre vision, nous pouvons donc la réaliser. Il faut qu'on commence quelque part, mais on ne va pas réaliser ces choses-là en ayant une petite activité isolée, en disant nous allons développer l'agriculture comme si l'agriculture donc allait vivre seule dans ce monde-là. Ce que nous devons avoir, c'est une vision de développement compréhensive, avec des activités dans tous les secteurs, pour que ces secteurs sont complémentaires. Par exemple, vous ne pouvez pas développer l'agriculture si vous n'avez pas donc des routes qui puissent vous amener des centres de consommation vers les milieux donc de production. Vous devez produire, mais acheminer la production donc quelque part. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture si vous n'avez pas un système d'irrigation, même si nous sommes dans un pays où la pluviométrie est très bonne. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture si vous n'avez pas l'électricité disponible donc
en grande quantité un peu partout, on en a donc besoin. Donc on doit avoir une vision, une stratégie de développement avec des choses spécifiques à réaliser dans les différents secteurs parce que ces secteurs-là sont complémentaires. En ce moment-là, on va mettre en œuvre la vision de développement pendant une période de temps en mobilisant les Congolais parce que chacun de nous, Congolais, sera responsabilisé pour faire quelque chose dans le secteur qui l'intéresse. Vous pourrez vous intéresser à l'agriculture, l'autre personne s'intéresse à la pêche, moi je m'intéresse au secteur bancaire, et ainsi de suite. Mais nous devons tous travailler ensemble de façon concomitante pour arriver à réaliser les objectifs que poursuit le pays. Je suis très allergique à l'utilisation du mot « assister ». La RDC, en tant que pays, nous ne devons pas continuer à nous faire assister par des institutions donc extérieures. Je dis bien que dans le passé, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ces institutions sont venues nous assister à nous dictant littéralement ce qu'on devait faire. On nous a même appelé des bons élèves de telle institution, de telle institution. Je voudrais qu'on change donc la façon de travailler. Je veux que le Congolais soit dans le siège du conducteur, que le Congolais sache d'abord ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ça veut dire qu'il conçoive sa propre stratégie de développement. Une fois que nous avons conçu notre stratégie de développement et que nous avons déterminé qu'est-ce que nous sommes capables de faire de nous-mêmes sans assistance extérieure, maintenant, nous commençons à le faire de nous-mêmes. Et là où nous avons besoin d'aide extérieure ou des partenariats avec l'extérieur, on peut faire venir donc des partenaires, tant sur le plan d'assistance technique, mais également sur le plan de renforcement des capacités et aussi sur le plan donc des financements. Je voudrais qu'on travaille de cette façon-là. J'ai vu certains pays africains qui n'avaient pas de gros muscles comme la RDC travailler comme ça, ils ont fait beaucoup de progrès. Je donne l'exemple de la Tanzanie ici à côté, je donne l'exemple donc du Kenya, je donne l'exemple donc du Ghana et je donne l'exemple du Botswana et aussi des îles du Cap-Vert. Je voudrais vous donner un petit exemple donc des îles du Cap-Vert. Les îles du Cap-Vert, moi, j'étais dans le camp de la Banque mondiale, négociant un crédit avec le gouvernement du Cap-Vert. On a négocié pendant 2-3 jours, on a terminé littéralement à 3 heures du matin. Mais quand on termine, le gouvernement du Cap-Vert donc nous dit, on envoie, parce que la négociation s'est tenue donc à Washington, on envoie ces documents, l'accord du crédit, avant qu'il ne soit signé à notre gouvernement au Cap-Vert, et on attend donc la réaction. On était surpris que la réaction qui est venue était, il ne faut pas signer cet accord de crédit-là, parce que ce crédit ne va pas nous servir à réaliser les objectifs que nous avons. Et le gouvernement du Cap-Vert a pris le devant en disant, nous, en tant que peuple capverdien, voici les choses que nous voulons. Ce que la Banque mondiale est en train de nous proposer, ça ne va pas nous avancer. On était obligé de changer la donne. La RDC ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde tremble devant l'argent. Quand on vous dit simplement 100 millions de dollars, tout le monde est capable donc de pouvoir vendre la RDC pour 100 millions de dollars. Je veux qu'on change les choses, qu'on ait des objectifs bien précis, qu'on sache ce que nous voulons réaliser, pour que, quand nous parlons avec les bailleurs de fonds, on leur dit, voici ce que nous voulons faire, vous pouvez nous aider à ce niveau-là, mais nous allons faire ceci et on va réaliser des résultats que la RDC veut réaliser. Il faut qu'on cesse ces histoires-là de nous faire assister, de nous faire dicter des choses. Le Ghana, littéralement, a demandé aux institutions de Bretton Woods, tout récemment, si c'est lui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir. L'Argentine a dû annuler un crédit donc de pratiquement 57 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que ça ne servait plus aux besoins qu'eux, ils s'étaient donc assignés. Réfléchissons d'abord en termes de ce que nous voulons faire, définissons notre stratégie de développement, et si nous pouvons réaliser cette stratégie de développement sans assistance extérieure, tant mieux. Si on a besoin d'assistance extérieure, qu'on dise à l'extérieur, intervenez à tel domaine, dans tel secteur. C'est comme ça que nous pouvons donc faire des progrès. Je vous dis que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses, mais nous nous sous-estimons et nous n'alignons pas les meilleurs qui peuvent faire ces choses-là. Je vous donne l'exemple. Regardez ce qui nous arrive dans le domaine monétaire. C'est une catastrophe.
nous avons aujourd'hui la monnaie des singes. Et ça se passe au vu aussi de tout le monde. La Banque centrale est incapable de concevoir, de mettre en œuvre une politique monétaire qui donne au peuple congolais une monnaie stable, une monnaie crédible. Pourquoi on ne peut pas faire des changements? Pourquoi ça nous prend autant de temps pour réaliser que cette banque est incapable de pouvoir atteindre cet objectif-là? Je donne un deuxième exemple. Les entreprises publiques ne contribuent pratiquement donc à rien aujourd'hui. Ces entreprises publiques sont saignées à blanc par des managers qui ont privatisé les caisses de l'État. Pourquoi nous prenons 15 mois depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi pour opérer des changements dans ces entreprises-là? Donc, nous sommes notre propre ennemi. Si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et nous agissons avec rapidité et avec lucidité, nous allons changer la donne. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le pays est paralysé. Pourquoi? Parce qu'il y a des soi-disant accords entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Kabila. Et Félix Tshisekedi ne peut rien faire sans l'accord de l'autre. Un pays ne fonctionne pas comme ça. Oui, vous savez, quand on parle, je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale. Et je pense sincèrement que nos économies africaines sont trop petites pour être laissées individuellement. On ne pourra pas réaliser des effets, des économies d'échelle qu'il faut pour développer le continent en tant que groupe de pays mis ensemble. Mais dans cette dynamique d'intégration régionale, il faut qu'on soit prudent parce que nous devons aussi préserver les intérêts nationaux. Nous ne devons pas aller dans l'intégration régionale avec des pieds liés, des mains liées, des yeux bandés. Pourquoi? Parce que nous nous ferons simplement absorber par des petits pays. Je donne l'exemple. Le Rwanda, à côté, s'est préparé depuis très longtemps, a joué un rôle important, non pas simplement en Afrique centrale, mais sur le plan africain. Ils ont créé une compagnie aérienne alors qu'ils n'ont pas un marché important là-bas. Cette compagnie aérienne ne peut trouver son existence, ne peut justifier son existence que s'il y a un marché africain qui ouvre les portes donc à cette compagnie-là. C'est pour cela qu'ils se sont précipités à venir convaincre le gouvernement de la RDC à ce que Rwanda Air puisse atterrir en République démocratique du Congo, avoir accès à ce marché important. Nous, entre-temps, nous n'avons donné aucune assistance à notre compagnie aérienne pour qu'elle devienne une compagnie aussi importante qui aille à la conquête donc des marchés extérieurs. Deuxième élément, vous allez trouver par exemple qu'au Rwanda, ils ont créé un bon environnement des affaires, ils ont attiré certains investisseurs qui ne peuvent pas justifier dans le cadre national parce que le marché est très petit. Par exemple, l'industrie automobile. Le Rwanda est en train d'assembler des voitures, je pense, Volkswagen, mais ils assemblent ces voitures-là pour vendre à combien de Rwandais? Ils ne peuvent pas justifier. C'est un petit marché. Ils ne peuvent justifier cet investissement-là que s'ils ont accès au grand marché qui est la RDC ou bien au reste d'autres pays donc africains. Nous n'avons pas fait cet investissement-là parce que nous n'avons aucune compagnie d'assemblage de voitures ici. Donc, nous allons dans l'intégration régionale pour offrir notre marché à d'autres pays qui se sont préparés, mais nous ne sommes pas préparés. J'arrive dans le domaine, par exemple, financier. Le Nigeria est préparé depuis très longtemps. Toutes les grandes banques nigérianes ont, pas toutes les grandes banques, mais certaines banques nigérianes sont parmi les plus grandes donc, du continent. Et ces banques-là sont venues même conquérir le marché congolais. Nous avons UBA Bank ici, nous avons Access Bank, nous avons FNB Bank, ainsi de suite. Donc, ces banques se sont préparées au Nigeria, ils ont des capitaux suffisants, ils ont donc des ressources humaines et ils ont des produits pour venir conquérir le marché africain. Nous, Congolais, nous n'avons aucune banque de taille d'abord nationale au niveau du Congo, mais capable de conquérir donc un autre marché africain. Au point où tout récemment, lorsque la BCDC, dont le capital était détenu par le Belge Forest, on a essayé donc de vendre donc la BCDC. Et vous savez quoi? Ils ont vendu au Kenya Equity Bank, sans même dire au peuple congolais. Nous n'avons même pas droit au chapitre. On ne peut même pas acheter des actions d'une banque qui s'est trouvée en RDC et qui voulait donc vendre, qui voulait trouver de nouveaux actionnaires. On est allé vendre donc au peuple, au Kenya, une banque qui est basée là-bas, Equity Bank, mais qui a aussi des actions au Rwanda et en Ouganda. Donc nous ne sommes pas préparés dans beaucoup de secteurs. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Si nous avons une stratégie de développement pour développer la RDC, secteur par secteur,
il y a des étapes préparatoires pour qu'on soit prêt à pouvoir faire fonctionner l'économie nationale, mais aller aussi à la conquête des marchés extérieurs. Parce que si on ne le fait pas, on sera simplement une proie que d'autres pays vont venir donc capturer pour leurs propres besoins, et nous n'allons pas donc subsister. Donc, aller dans l'intégration africaine, oui, mais faisons les choses, chaque chose a son temps, et nous ne sommes pas préparés dans beaucoup de secteurs. Prenons ce temps pour faire la préparation afin que nous puissions aller à ce niveau-là avec beaucoup de détermination, beaucoup de capacités, afin aussi donc de conquérir ces marchés. Très bonne question. Vous savez, moi, je ne suis pas impressionné par des histoires que nous sommes premier vice-président ou deuxième vice-président. Ce sont des titres honorifiques qui nous rapportent absolument donc rien. Regardez le temps que nous avons mis depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est président de la République. Qu'est-ce que nous avons réalisé sur le plan économique? Nous traînons à pouvoir mettre en place déjà l'équipe pour faire le travail. Depuis 1 an et demi, nous sommes incapables de mettre les gens à la tête des entreprises publiques, à la tête de la Banque centrale, afin de commencer donc, à la tête des régies financières, afin de commencer à faire le travail. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour cela, nous devons d'abord nettoyer la cuisine intérieure. Et la cuisine intérieure semble prendre beaucoup de temps à pouvoir être nettoyée. Alors, moi, je pense que la RDC, pour l'instant, n'est pas encore à l'étape où on peut dire on se sent à l'aise avec l'équipe en place pour faire des réformes nécessaires afin d'aller donc au niveau africain avec beaucoup de détermination. Vous savez quoi? C'est peut-être pour cela qu'on nous a laissé prendre la vice-présidence, pour nous contraindre à aller très vite et puis nous jeter donc dans leurs bras sans beaucoup de réserve. Moi, je dis que je suis très nationaliste et très patriote. Je veux que le Congo fasse des choses au profit du peuple congolais. Tel que nous sommes partis là, nous ne sommes pas préparés pour réaliser quoi que ce soit. Je veux qu'on revienne donc à ce que j'appelle de basics, aux fondamentaux. Les fondamentaux, mettons d'abord l'équipe qu'il faut à la place. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Suivez ce qui se passe dans le domaine donc, de la lutte contre la corruption, dans le domaine du fonctionnement du système de justice. Quel est ce pays qui va venir investir en République démocratique du Congo aujourd'hui avec un système que nous avons aujourd'hui? Donc, si nous arrivons à faire le nettoyage de cette cuisine intérieure, nous serons prêts à faire beaucoup de choses, non pas simplement pour nous, mais également au niveau africain. Mais si on se précipite simplement pour dire 2021 arrive, donc nous devons nous lancer donc dans la bataille, on se lance dans la bataille sans avoir donc des bases arrière, on va se faire simplement absorber par les autres. Moi, je voudrais vous dire que le code minier, l'industrie extractive peut constituer le point de départ du développement du Congo, mais également la contrainte que nous avons qui nous cloue au sol. Pourquoi? Parce que vous savez que la grande partie de recettes d'exportation proviennent des ventes de nos minéraux. Et aujourd'hui, la demande globale sur le plan international a baissé considérablement. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, qui achetaient donc nos matières premières, ne vont plus acheter comme avant parce qu'ils ont beaucoup de difficultés économiques donc chez eux. Par conséquent, nous allons sentir les conséquences de cette baisse de la demande globale dans notre pays. Mais est-ce que nous avons fait dans notre pays d'abord le homework qu'il faut? Quand tout le monde parle de la baisse aujourd'hui des recettes d'exportation, on oublie une chose, c'est qu'on exporte beaucoup de matières premières, parmi lesquelles il y a des matières premières dont le coût a considérablement augmenté sur le plan international. Par exemple, l'or. Où va l'or produit par cette compagnie qui s'appelle Ashanti? Ashanti Gold Mine. Toutes les compagnies orifères, Kamoto et consorts, ça va où? Je ne sais pas où ça entre dans des statistiques donc, de ce pays. On n'en parle pas, mais il faut aller voir donc Ashanti. C'est des gros investissements et la valeur de l'or a augmenté considérablement. Si on était un pays organisé, je peux dire que l'augmentation donc de l'or de la part donc de ces compagnies-là pouvait compenser la baisse donc de recettes d'exportation
que nous enregistrons donc dans le domaine du cobalt, d'autres matières premières. Mais nous semblons fermer les yeux. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses nous échappent. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus, le point de départ, c'est d'avoir une vision de développement. Je ne connais pas la vision de développement qui poursuit la RDC aujourd'hui. Moi, je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement, en quoi ça consiste? Nous partons du fait que nous ne sommes nulle part aujourd'hui et nous voulons devenir un pays émergent et je me suis assigné donc un temps, 15 ans. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer les ressources humaines à travers l'éducation et la santé. Et on doit faire des investissements conséquents. Nous allons construire les infrastructures de base, électricité, eau, routes, aéroports et ports, tout ce qui est infrastructure donc de base. Et nous allons pouvoir maintenant diversifier donc l'économie. Si nous avons cette vision claire-là de ce que nous voulons faire, on peut travailler en se disant, si aujourd'hui les matières premières donc n'augmentent pas certaines matières premières, voici ce que nous devons faire pour compenser cette baisse d'activité donc dans certaines de ces matières premières. Mais j'ai l'impression que nous faisons des choses au hasard et en faisant des choses au hasard, on ne peut pas se développer. Je pense qu'il ne faut pas céder au chantage. Je voudrais vous dire que le code minier que nous avons n'est pas aussi contraignant qu'on aurait souhaité. Moi, je connais par exemple certains pays dans le monde, ou même par exemple le Nigeria. Le Nigeria a un code minier qui dit que toute entreprise étrangère qui vient investir dans le domaine du pétrole peut avoir jusqu'à 49% du capital de l'entreprise au Nigeria. Le reste doit être détenu par les Nigérians, c'est-à-dire des individus, des entreprises privées, mais également le gouvernement. Mais il y a des investissements massifs donc, dans ce secteur-là au Nigeria. Et nous, qu'est-ce que nous avons ici? On n'a pas des contraintes donc, de ce genre-là au point de vue de l'actionnariat des entreprises dans le secteur minier. Je connais des pays comme en Indonésie, en Malaisie et consorts où on réserve au moins 15%, de 15 à 35% aux actionnaires donc locaux, c'est-à-dire à l'État, au privé, ainsi de suite là-bas. Nous, je pense que notre code minier, il est très gentil, il est très doux. Mais nous n'avons peut-être pas la capacité de négociation. Et j'ai peur même que certaines des personnes donc, qui nous ont représentés dans les négociations se sont fait acheter et ils ont tout donné à des entreprises qui leur font du chantage. Moi, je souhaiterais que nous puissions réexaminer ce code-là pour que le peuple congolais puisse trouver son compte dans l'exploitation donc, des ressources naturelles que nous avons. Moi, je suis très optimiste. Je pense que cette crise mondiale nous donne l'occasion de recommencer à zéro. Tous les pays vont être confrontés à beaucoup de difficultés et des pays qui vont sortir de cette crise, c'est ceux-là qui vont avoir une vision très claire de ce qu'ils veulent réaliser et qui vont se mettre au travail le plus tôt possible en mobilisant toutes les ressources disponibles. Quand je dis toutes les ressources disponibles, je commence par les ressources humaines. Au Congo, nous passons le temps sur des futilités, alors que les grands enjeux se trouvent ailleurs. Regardez ce qui se passe sur le plan politique. Nous passons le temps à faire des motions pour destituer cette personne. Nous passons du temps à pouvoir amener telle personne au tribunal pour le faire taire, et ainsi de suite. Là. Ce n'est pas un pays ne se développe pas comme ça. Je dis encore une fois de plus, j'invite tout le monde à revenir au basic. Le basic, c'est quoi? Je veux qu'on ait une stratégie de développement, une vision de développement. Dieu merci que ce temps de confinement m'a forcé à rester à la maison. Je suis en train d'actualiser le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je compte sortir d'ici là une vision actualisée qui, en quelque sorte, donc, intègre les nouvelles données, surtout donc du Covid-19, pour savoir à partir de maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à développer le Congo, parce que les conditions ont un peu changé par rapport à ce qu'on avait donc avant Covid-19. J'espère que cette vision sera disponible peut-être dans les 2-3 mois qui viennent, dans les 2 mois qui viennent, je pense, et on pourra la partager avec le peuple congolais à travers les conférences, les séminaires, avec l'idée qu'à la fin, en intégrant les commentaires des uns et des autres, on va adopter une vision que moi je pense
pourra être la vision définitive du développement que nous pouvons essayer de mettre en œuvre tous en tant que peuple. Si nous le faisons, je pense que ce Congo est promis à un bel avenir. Mais si nous allons chacun donc dans son coin en faisant des petites actions par-ci par-là, je pense que nous perdons notre temps. C'est à moi de vous remercier. Merci.